Et si être maladroit, ce n'était pas qu'un trouble moteur, mais aussi un trouble sensoriel déguisé? Il ne faut jamais forcer un enfant à colorier dans les lignes s'il n'a pas encore intégré la perception de son propre corps. Aujourd'hui, dans ce nouveau quart d'heure labo, je vais vous raconter ce qu'on oublie souvent derrière le mot dyspraxie. Parce que ce mot, il fait peur, il enferme. On dit que l'enfant est maladroit, qu'il ne sait pas s'organiser dans l'espace, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on attend de lui. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on lui a donné les bonnes fondations neurologiques pour réussir? Je travaille avec des enfants dits dyspraxiques ou troubles de développement de la coordination depuis des années. Et ce que je vois, c'est que ces enfants, ils ne sont pas forcément en déficit moteur. On remarque également qu'il y a une surcharge ou une problématique, en tout cas d'activation, au niveau des systèmes sensoriels. Souvent, tout part d'un mauvais traitement sensoriel, peut-être de stimulations motrices qui sont pas encore assez actives, d'un déséquilibre postural profond que personne n'avait testé jusque-là. Un enfant dyspraxique, c'est souvent un enfant qui sait ce qu'il veut faire, mais dont le corps ne suit pas. Il veut découper, mais la feuille glisse. Il veut écrire, mais sa main, elle se tend. Ses lettres sont du coup mal formées et il se fatigue très vite. Il veut ranger son sac, mais ça prend 3 fois plus de temps que les autres. Il veut descendre les escaliers, mais il va descendre les marches une après l'autre. Il va courir, il va s'emmêler les pinceaux avec ses pieds. Et ce n'est pas qu'une question de maladresse, c'est une lutte permanente entre ce qu'il imagine dans sa tête et ce que son corps est capable d'exécuter. À force, il perd confiance. Il évite les activités qui demandent de la précision. Il est plus fatigué, il est plus lent. On le dit du coup mal organisé, distrait, parfois même opposant. Mais en réalité, il est juste en train de compenser tout le temps. Et ça, c'est un signal d'alerte qui est très fort. Et ce problème, il est massif. Selon les chiffres de la Dyspraxia Foundation au Royaume-Uni, 6 à 10% des enfants présenteraient des troubles développementaux de la coordination. En France, les chiffres y varient selon les sources. Mais une chose est sûre, ces enfants sont de plus en plus nombreux à être étiquetés dyspraxiques, souvent sans investigation plus poussée. Et voici un chiffre issu de notre terrain. Dans les 3 dernières années, sur plus de 400 enfants qui ont été testés dans tous nos réseaux, 87% avaient au moins 3 réflexes archaïques qui étaient actifs. Le plus fréquent, c'est le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui perturbe la coordination humaine. Ensuite, on retrouve énormément de réflexes spinal de Galland, qui empêchent l'enfant de rester stable en assise, et beaucoup de réflexes de Babinski qui modifient l'ancrage postural et la coordination entre les extrémités. Alors, on ne parle pas ici de diagnostic à la louche, hein. Ce sont des testings clairs, ce sont des exercices, mais qui ne sont pas liés à un trouble neurologique. Bien sûr, tout ça a été examiné par un parcours médical et paramédical. Les tests sont reproductibles, ce qui permet de donner un éclairage différent sur les vraies problématiques. Alors, d'où il vient ce décalage entre intention motrice et exécution? Pourquoi l'enfant veut mais n'arrive pas? La réponse est que son cerveau moteur fait face à un déficit d'input sensoriel fiable. C'est comme si vous vouliez conduire une voiture, mais que la direction elle tremble, que vos rétros sont flous et que vos freins y répondent une fois sur deux. Forcément, vous allez ralentir, forcément, vous allez compenser. C'est exactement ce que vit l'enfant qui est dyspraxique. Derrière ce trouble moteur apparent, on retrouve 3 causes profondes. Un mauvais traitement sensoriel, le cerveau il reçoit mal les infos du corps, que ce soit en termes de position, de pression, d'orientation. On peut retrouver également des réflexes archaïques persistants. Forcément, quand on a des enfants qui sont très maladroits ou qui ont des dyspraxies, on retrouve des réflexes archaïques qui sont persistants. Ce n'est pas parce que ces réflexes archaïques persistent qu'il y a une dyspraxie, mais quand il y a une dyspraxie, qui est un trouble neurodéveloppemental, il y a des réflexes archaïques qui sont encore actifs. Du coup, ça crée des mouvements parasites ou qui bloquent l'automatisation de certains gestes. Et du coup, on va retrouver un schéma corporel flou. L'enfant, il ne sait pas vraiment où il commence, où il finit, ni où sont ses membres dans l'espace. On va prendre un exemple simple avec le RTAC. Lorsque l'enfant il tourne la tête d'un côté,
Son bras du même côté a tendance à s'étendre et le droit à se fléchir. Ce réflexe est normal chez un nourrisson, mais il doit s'inhiber vers 6 mois. S'il est encore actif à 8, 9 ou 10 ans, que se passe-t-il? À chaque fois que l'enfant il tourne la tête pour regarder sa feuille ou suivre une ligne de texte, ses bras ils réagissent malgré lui. Il lutte contre sa propre motricité. Il perd du tonus, de la précision et de l'énergie cognitive. Alors que faire? Chez Labo RNP, notre méthode elle repose sur un principe fondamental. On ne peut pas construire un geste moteur fluide sans d'abord stabiliser la base sensorielle. On agit donc en plusieurs temps. Première étape, travailler le système sensoriel. On va tester la proprioception, la perception corporelle, la régulation vestibulaire. On stimule les pieds, on va stimuler toutes les zones réflexes, les points d'ancrage sensoriel. On retravaille les sensations fondamentales du corps. Deuxième étape, l'étape sensorimotrice. On observe les réponses automatiques du corps à certaines postures ou stimulations. Et on va proposer des exercices de réintégration, souvent en isométrie, pour calmer le système nerveux. L'étape, c'est l'étape motrice. On va rééduquer le geste volontaire, la coordination droite-gauche, les croisements, les dissociations segmentaires, et on va intégrer les yeux, la langue, la respiration dans le mouvement. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est la performance. On transpose dans la vie réelle. Découper, écrire, ranger, se repérer. On va évaluer les progrès avec des outils concrets et objectivables. Résultat, l'enfant, il va ne plus compenser ou compenser de moins en moins, retrouver un geste plus fluide, plus naturel, qui ne lui demande plus un effort de chaque instant. Et le plus fou, c'est que parfois ce changement arrive souvent en quelques semaines. Parfois c'est un petit peu plus long. Tous les exemples d'enfants que j'ai pu avoir avec des problématiques de dyspraxie ont réagi complètement différemment. On a des enfants qui ont déjà l'espace de 2, 3 semaines commencé à un petit peu mieux se comporter dans l'espace, et d'autres il a fallu beaucoup plus longtemps. En tout cas, ce qu'on remarque chez tous ces enfants et ce qui est commun, c'est qu'à la fin, meilleure coordination, meilleur équilibre, meilleure perception de leur corps dans l'espace. Si j'ai une meilleure perception de mon corps dans l'espace, j'améliore mon tonus musculaire et je suis capable d'avoir des meilleures interactions sociales quand je vais discuter avec des copains, jouer avec des copains, etc. Donc ce qu'on cherche chez Labo RNP, ce n'est pas juste aider des enfants qui sont maladroits, c'est changer aussi leur regard qu'on porte sur eux. On ne peut pas continuer à les voir comme des maladroits, des inadaptés ou des agités. Ce sont des enfants avec un système nerveux qui va être encore immature. Et ça se retravaille, ça s'entraîne avec des outils simples, efficaces, et surtout qui vont être basés sur la vraie logique du développement du cerveau. Notre vision, c'est un monde où les enfants ils ne perdent pas confiance à cause de leur corps, les parents ne culpabilisent plus, et les professionnels travaillent ensemble, du réflexe à la motricité fine dans une logique claire et cohérente. Alors si vous êtes parent et que vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, vous pouvez faire un bilan de reprogrammation neuroposturale complet avec votre enfant en prenant contact avec nous. Si vous êtes un pro, un éducateur, un ergothérapeute, un coach sportif, un psychomotricien, un orthophoniste, vous pouvez nous rejoindre sur la formation pour apprendre à repérer, tester, intervenir dès la racine du problème en se concentrant sur les systèmes sensoriels et en remettant en place une progression jusqu'à ce niveau de performance. Et bien sûr, la performance ne s'adresse pas que aux sportifs, mais également aux enfants qui doivent réussir à jongler entre plusieurs étapes quand ils sont à l'école et en pleine concentration. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez également retrouver nos différents e-books sur les troubles neurodéveloppementaux. Je vous remercie d'avoir écouté ce quart d'heure neuro et nous restons à votre écoute si vous avez des questions. Au revoir.